Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Je suis ravie de vous retrouver pour une analyse qui honnêtement risque de bousculer un peu nos certitudes. Bonjour. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le sujet d'aujourd'hui, il va à contre-courant de presque tout ce qu'on nous apprend. Absolument. Alors, pour ceux qui nous écoutent, imaginez un instant la scène. On consacre une énergie folle, des ressources immenses, un temps infini, à bâtir une structure majestueuse. Mhm. Une œuvre avec des fondations lourdes, des piliers massifs, quelque chose de magnifique. Et puis, une fois que tout est absolument parfait, que chaque chose est à sa place, on nous annonce que la seule façon pour que cette structure remplisse sa véritable fonction, c'est de la détruire entièrement, de la mettre en pièces. C'est vrai que, formulé comme ça, c'est une idée qui provoque un rejet presque viscéral en fait. Ah oui, complètement. On a l'impression d'un immense gâchis. C'est ça. Parce qu'on a tellement intériorisé cette idée qu'il faut toujours aller de l'avant, toujours construire, toujours ajouter une brique supplémentaire, quoi. Et du coup, la simple notion de démontage, elle nous terrifie. Notre époque, elle est, on va dire, obsédée par l'accumulation linéaire. Oui, on empile. Exactement, on empile les compétences sur un CV, on empile les relations, les habitudes de productivité. Et l'idée même de retirer des éléments, de faire marche arrière ou de défaire ce qui a été fait, c'est immédiatement perçu comme un échec cuisant. Et c'est justement ce conditionnement qui vient percuter notre analyse d'aujourd'hui. On se plonge dans un texte qui est court, mais d'une densité fascinante, qui s'intitule Déconstruction for Divine Reconstruction. Ce qu'on pourrait traduire en gros par déconstruction pour une reconstruction divine. Un titre assez fort, oui. Très fort. Et la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre ce paradoxe central. Pourquoi, quand on fait face à un blocage, la pire erreur serait de vouloir continuer à construire? Et pourquoi il est vital de tout défaire? Et ce qui est intéressant, c'est que le texte ne propose pas juste une philosophie abstraite en l'air. Non, pas du tout. Il s'ancre dans une image historique très spécifique, qui est tirée de la paracha Bamidbar dans les textes bibliques, et qui concerne le tabernacle. D'accord. Alors décortiquons un peu ça, parce que c'est la clé de tout le reste. Le tabernacle, le Mishkan, pour resituer un peu, c'était le sanctuaire mobile des Israélites dans le désert, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et le texte met en lumière un détail mécanique essentiel, vraiment fondamental. Ce sanctuaire, il n'avançait qu'en étant démonté. Attendez, c'est quand même fou quand on y pense. On ne parle pas d'une simple tente de camping qu'on replie en 5 minutes, là. Non, on parle d'un édifice complexe, lourd, avec des poutres gigantesques, des métaux précieux, des tentures super élaborées. Et la règle pour voyager, pour avancer, c'était la déconstruction totale. En fait, quand on y réfléchit, on est à l'opposé des immenses pyramides d'Égypte de la même époque, par exemple. Les pyramides, elles sont construites pour défier l'éternité dans une immobilité absolue, quoi. Oui, c'est une excellente comparaison. La pyramide, c'est la fixité. Voilà. Alors qu'ici, le sacré, la progression, c'est intimement lié au mouvement. Et le mouvement, il exige le chaos du démontage. J'ai essayé de trouver une analogie concrète, et la plus parlante, je trouve, c'est celle du déménagement. On a tous connu cette angoisse de devoir quitter une maison où l'on se sent bien. Ah oui, le fameux moment où l'on réalise que la forme actuelle de notre vie doit disparaître pour qu'une nouvelle puisse exister. C'est toujours douloureux. C'est ça. La maison, elle est hyper fonctionnelle, les meubles sont à leur place, la déco est faite. Mais le problème, c'est que la destination a changé. Et physiquement, on ne peut pas juste soulever la maison pour la poser sur un camion. Ce serait pratique, mais non. Les armoires, dévisser les étagères, entasser toute sa vie dans des cartons anonymes. Et pendant plusieurs jours, l'espace, il devient complètement invivable. Et si un observateur extérieur regardait la scène, quelqu'un qui, disons, ne connaîtrait pas du tout le concept de déménagement? Ouais, un extraterrestre qui débarque, par exemple. Voilà, il penserait à un acte de vandalisme, à une destruction pure et simple de l'habitat. Il verrait une ruine temporaire. Et ce qui est fascinant ici, avec l'image du tabernacle, c'est que ça devient un outil psychologique super puissant. Dans ce processus de démontage, le chaos n'est pas une anomalie. Ce n'est pas une erreur de parcours. Exactement. Ce n'est pas un défaut de fabrication ou une tragédie qui s'abat sur la structure. Le démontage est littéralement intégré dans le code source du tabernacle. C'est la condition sine qua non pour avancer. Donc, si je comprends bien, si les responsables de cette structure avaient refusé de la démonter par attachement à sa beauté intacte, elle serait devenue quoi? Un simple monument figé dans le sable? Totalement figé. Et surtout complètement utile pour la suite du voyage. Et appliqué à l'échelle humaine, parce que c'est ça qui nous intéresse, cela signifie que notre attachement à la préservation d'une forme, même si elle a été super utile et structurante dans le passé, cet attachement devient souvent le plus grand obstacle à notre propre évolution. Et le texte, il fait d'ailleurs un pont très direct et franchement assez brutal entre cette image physique du désert et notre intériorité.
L'auteur ne se contente pas de faire de belles métaphores sur l'architecture nomade. Il pose une question qui m'a vraiment fait tiquer lors de la lecture. Il demande qu'est-ce qui, dans votre vie, doit être déraciné pour être reconstruit? Déraciné, oui, le mot est lâché. Déraciné, c'est d'une violence inouïe comme terme, vous ne trouvez pas? C'est d'une violence qui est nécessaire. Et vous savez, la résistance qu'on peut ressentir face à ce mot précis, c'est souvent le premier indicateur qu'il touche un point sensible. Si l'on relie cela à une perspective plus large, on comprend pourquoi l'auteur n'a pas choisi un autre mot. Mais justement, pourquoi ne pas parler simplement d'ajustement? Dans tout l'univers du développement personnel aujourd'hui, on entend toujours des termes très doux, très ronds. On parle d'être, affiné, optimisé, recentré. Oui, le vocabulaire du bien-être. C'est ça. Si on prend l'image d'un arbre, on nous apprend toujours à tailler les branches mortes pour que la sève circule mieux. On donne un petit coup de sécateur ici, un petit coup là. C'est propre, c'est contrôlé. Mais là, le mot déraciner, c'est faire intervenir un tractopelle. C'est déchirer la terre, arracher le système vital de l'arbre et laisser un cratère béant à la place. C'est quand même traumatisant, non? Ça l'est. Mais la différence entre tailler des branches et déraciner, ça illustre parfaitement la limite de ces approches d'optimisation douce dont vous parlez. Tailler les feuilles, c'est faire de la gestion de crise en surface. C'est décider, par exemple, de se lever 15 minutes plus tôt ou de changer d'application de gestion de tâches sur son téléphone pour avoir l'illusion d'être plus organisé. Ah, on l'a tous fait ça. Bien sûr, on modifie l'esthétique du problème, mais le texte, lui, il nous pousse à regarder sous la terre. Si le sol lui-même est toxique, ou si les racines sont complètement entremêlées et étouffent la plante de l'intérieur, vous pourrez couper toutes les feuilles que vous voulez, ça ne changera absolument rien à la mort imminente de l'arbre. Ouais, je vois. Le déracinement, ça exige d'aller exhumer les fondations invisibles, celles qui se cachent dans les zones aveugles de notre psyché. Donc, ce que le texte sous-entend, c'est que parfois le système entier est tellement corrompu, ou disons inadapté, que la moindre tentative d'amélioration de surface, c'est juste une perte de temps. C'est l'essence même d'une stagnation profonde. Un cratère béant, ça fait peur, bien sûr, parce que la nature humaine a horreur du vide. Évidemment. Exposer ses racines à la lumière du jour, c'est confronter nos vieilles peurs, nos traumatismes non résolus, ou même simplement des croyances qu'on a adoptées par pur conformisme il y a 20 ans et qu'on n'a jamais remises en question. Mais ce trou béant laissé par l'arrachage, c'est l'unique espace où une véritable reconstruction devient possible, avec de nouvelles graines, une nouvelle terre. Les demi-mesures, la fameuse taille des branches, ça ne fait que retarder l'effondrement. C'est super clair. Alors, on sort du tractopelle pour entrer vraiment dans le vif du sujet. Parce que le texte devient très clinique sur ce qu'il faut cibler. Il liste des éléments précis qui peuvent s'embourber dans nos vies. Il cite une habitude, une croyance, une relation à la Torah ou à Dieu. Le dénominateur commun ici, et c'est le mot-clé de la source, c'est la notion de quelque chose qui est bloqué. La paralysie systémique, en fait. Voilà. Et c'est vraiment là que ça devient intéressant. Pour comprendre cette paralysie, il y a une analogie qui m'a sauté aux yeux en lisant ça, et on est bien loin du désert et des arbres pour le coup. Ah, ok, je vous écoute. C'est notre rapport à la technologie. Une croyance ou une habitude bloquée, pour moi, c'est exactement le même phénomène cognitif qu'un ordinateur qui frise. Vous voyez ? On a tous déjà regardé complètement impuissant cette petite roue multicolore ou ce sablier qui tourne à l'infini au milieu de l'écran. Oh que oui, l'angoisse de la page figée. C'est ça. La machine est allumée, le courant passe, le ventilateur tourne parfois à fond, mais le système d'exploitation ne répond plus du tout. On clique sur la souris, on tape frénétiquement sur le clavier, on supplie la machine de réagir, mais rien ne bouge. C'est une perte totale de communication interne. Et face à un freeze comme ça, la diplomatie, ça ne fonctionne pas. Cliquer plus doucement sur la souris ne réparera jamais le bug. Non, c'est sûr. Les seules issues, c'est le redémarrage forcé, le fameux hard reboot. On maintient le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. On coupe sauvagement l'énergie pour forcer le système à se réinitialiser depuis sa base. C'est une excellente image. L'analogie du gel informatique, elle illustre très bien cette perte de communication interne. Mais cela soulève une question essentielle. Et il y a un danger qu'il faut absolument souligner ici. Lequel ? Un ordinateur, il n'a ni ego, ni mémoire affective, ni mécanisme de défense psychologique. Faire un hard reboot sur une machine, c'est un simple acte électrique, c'est binaire. Mais tenter un redémarrage forcé sur une psyché humaine ou sur des convictions spirituelles profondes, ça comporte des risques immenses de fracture identitaire. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'être humain déploie des trésors d'ingéniosité, souvent inconsciemment, pour masquer le fait qu'il est incompétent. Attendez, comment ça masquer le blocage ? Sur un écran, on voit tout de suite que ça ne marche plus. Le sablier est là. Oui, mais chez un être humain, le blocage, il se déguise sous les traits hyper rassurants de la routine. Ah, je vois. On peut continuer à aller au travail tous les jours, continuer à pratiquer une religion, continuer à entretenir une relation de couple, mais tout ça en mode pilote automatique.
L'écran, de l'extérieur, il ne semble pas figé, car on fait les gestes appropriés. On sourit, on pente au bureau, on récite les textes. Mais intérieurement, la connexion est totalement morte. Waouh! C'est-à-dire qu'on fait illusion? Complètement. Une habitude devient une prison, une croyance se transforme en un dogme stérile, et la relation, elle ne suscite plus aucune remise en question, ni aucun élan émotionnel. Et le piège, c'est qu'on est bloqué non pas par l'inaction, ce qui serait visible, mais par une action mécanique qui a été complètement vidée de son sens. Mais c'est terrifiant quand on y pense. Parce que ça veut dire qu'on peut passer des mois, des années même, à être profondément bloqué, tout en se donnant l'illusion parfaite du mouvement, simplement parce qu'on s'agite très vite dans une roue de hamster. Exactement. Et c'est à ce moment très précis de la prise de conscience que le déracinement dont on parlait tout à l'heure devient l'unique solution viable. Il faut arrêter la roue. Ce qui nous propulse d'ailleurs vers la résolution que propose la source, le texte affirme que ces éléments ankylosés nécessitent, je cite, d'être honnêtement déconstruits avant de pouvoir être rebâtis sur des bases plus solides. Et c'est ça cette fameuse reconstruction divine dont parle le titre. Tout le secret est dans cette phrase. Oui, mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond? On touche ici à la mécanique la plus complexe du cerveau humain, je trouve, c'est l'utilisation du mot « honnêtement ». Ça semble presque superflu au premier abord, non? Je veux dire, quand on décide de tout casser pour changer de vie, on se pense forcément honnête dans sa démarche. On ne le fait pas pour tricher. C'est là que c'est subtil. L'illusion de l'honnêteté, c'est probablement le plus grand piège de la déconstruction. Comment ça? Parce que l'esprit humain est terrifié par la dissonance cognitive et par la sensation de perte. Face à l'obligation de déconstruire, notre cerveau, par instinct de survie, il va tenter de négocier. Il va essayer de faire une fausse déconstruction pour économiser de l'énergie émotionnelle et se rassurer. Une fausse déconstruction. On peut vraiment faire semblant de tout casser, hein? Oh que oui! C'est ce qu'on appelle en économie le biais des coûts irrécupérables, mais appliqué à notre propre identité. D'accord. On cherche vraiment à établir une connexion authentique, purifiée, que ce soit avec le monde, avec ses idéaux ou avec sa spiritualité. Waouh. Si on prend un peu de recul sur tout le cheminement qu'on vient de faire ensemble, la leçon tirée de cette source, elle est d'une profondeur assez rare pour affronter nos crises personnelles. On a commencé avec cette image physique, historique, du tabernacle dans le désert, de la paracha Bamidbar, et ça nous a révélé que le démontage n'était pas une erreur de parcours, mais vraiment le prérequis absolu du mouvement. C'est ça, le mouvement implique la vulnérabilité du démontage. Et cette image antique sert en fait de plan d'architecture pour notre propre psychologie moderne. C'est un manuel de survie contre la fossilisation mentale, si on veut. C'est exactement ça, oui. Et le déracinement, malgré la violence du terme qui m'a tant fait réagir au début, c'est en réalité la seule réponse viable face à des habitudes, des croyances ou un rapport au sacré qui se sont complètement sclérosés sous le poids de la routine. En fait, le message, il est fondamentalement libérateur. Je trouve aussi. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui portent peut-être en elles cette sensation étouffante d'être coincées, de patiner, l'urgence, c'est vraiment de déstigmatiser ce sentiment. Être bloqué, faire face au sablier qui tourne, ce n'est pas une condamnation à mort, ce n'est pas une fatalité. C'est juste le tableau de bord de votre esprit qui clignote en rouge pour indiquer que, voilà, l'ancienne structure a fait son temps. Il est temps de démonter la tente, oui. Voilà. Et avoir le courage de tirer la prise, de faire ce hard reboot, de créer ce fameux chaos temporaire dans sa propre vie pour ne garder que la vérité nue, c'est ça, amorcer le début de cette reconstruction divine. Et vous savez, pour prolonger cette analyse du texte, il y a une inversion de perspective qui s'impose naturellement en guise de conclusion, je trouve. Je vous en prie, partagez-nous ça. On passe notre temps, en tant qu'humain, à chercher de la stabilité, en imaginant que la stabilité ressemble à une forteresse de pierre, quelque chose de lourd, d'imposant, d'inébranlable. Comme la pyramide dont on parlait au début. Ce qui, selon notre source, est le meilleur moyen de rester coincé dans le désert à tout jamais. Exactement. L'enseignement profond du tabernacle, il nous murmure une idée assez vertigineuse au fond. Et si notre définition même de la solidité était complètement erronée? C'est-à-dire? Si la véritable robustesse d'un esprit humain, ou d'une conviction spirituelle profonde, ne résidait pas du tout dans son incapacité à changer ou à douter, Ah, je vois où vous voulez en venir. peut-être que la solidité la plus absolue, c'est justement cette agilité nomade. Cette capacité de déconstruire entièrement ses certitudes quand elles ne servent plus la vérité, de faire face au vide absolu, au cratère béant dont on parlait, et de reconstruire différemment ailleurs. Et tout ça sans jamais perdre son identité ou son essence dans le processus. La capacité de s'effondrer et de renaître sur commande, comme seule véritable fondation. C'est une réflexion magistrale sur laquelle méditer. La robustesse définie par le mouvement et non par l'immobilité. Franchement, c'est puissant.
Merci à tous d'avoir plongé avec nous dans cette matière si riche et si complexe. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations. Portez-vous bien.